Au sommet de sa popularité et au plus haut niveau de sa consommation de cocaïne, Stephen King a eu l'occasion de réaliser un film. C'est la seule fois qu'on lui a donné les clés du royaume cinématographique. Ce film-là, c'est Maximum Overdrive. C'est un film réputé de la vie de tout le monde, à commencer par Monsieur King, comme un des pires films de tous les temps. J'ai trois bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. La première, c'est que c'est un film de science-fiction. C'est incontestablement un film de science-fiction. Je vous dirai pourquoi dans un instant. La deuxième, c'est qu'à beaucoup de points de vue, c'est bien meilleur que ce qu'on en dit. Maximum Overdrive. Meilleur certainement que ce que M. King a l'air de croire. Mais troisième bonne nouvelle, c'est que, rassurez-vous, ça demeure un des pires films de tous les temps. Mais il y a quand même des qualités, je vais y revenir dans un instant, puis en réflexion, on va parler de la peur de la machine, essentiellement la thématique dans la science-fiction de l'idée que la technologie est une menace pour les êtres humains, puis quelle est la nature de cette menace-là? Qu'est-ce que ça raconte avant tout, Maximum Overdrive? C'est basé sur une des nouvelles de Stephen King qui apparaît, je pense, dans Night Shift, sa première anthologie. Le film a été d'ailleurs, l'histoire a été refaite sous le nom de Trucks, je crois, quelques années plus tard, et ça raconte l'histoire d'une comète qui traverse l'orbite de la planète Terre, et on est au début des années 80, et cette comète-là a pour effet de rendre les machines, toutes les machines, dangereuses et meurtrières pour les êtres humains. Alors, les guichets automatiques deviennent meurtriers essentiellement, les tondeuses à gazon, tout ce qui est plus compliqué qu'une bicyclette, puis même là, c'est louche, c'est pas certain. Tout se met à tuer les êtres humains et, comme on a souvent dans les histoires de Stephen King, on a une sorte de huis clos où est-ce que dans une station-service entourée par les camions en particulier là, qui les assiègent et les harcèlent, se trouve capturé en quelque sorte un assez grand nombre d'êtres humains qui ont leurs propres conflits. Il y a des questions de lutte de classe, si on veut, là-dedans. Ces gens-là vont essayer de survivre à l'attaque des machines. La visite de la comète est supposée durer une semaine, alors en principe, nos êtres humains croient qu'après une semaine, ils vont être libérés de l'assaut meurtrier des machines, quoique c'est pas entièrement certain. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre une longue semaine attaqués par leur couteau électrique puis leur distributrice à boisson gazeuse? Et est-ce qu'ils vont finir par découvrir la cause réelle de ces attaques inattendues et terrifiantes? Il faut regarder le film pour le savoir. Ça demeure un film amusant, mais il faut être particulièrement bien disposé pour l'écouter jusqu'à la fin. Ceci dit, si on est dans cette disposition, ça peut être un assez bon moment et sans plus tarder. Pourquoi c'est bon? Première raison, c'est que comme film, cinématographiquement, c'est bien meilleur que ce à quoi on s'attendrait. Quand les gens disent que c'est mauvais et épouvantable, seul l'est. Puis seul l'est parce que Monsieur King, certainement à l'époque, était amateur d'un certain type d'humour plutôt scatologique. Alors, il y a du monde aux toilettes avec des bruits incongrus, il y a un camion qui explose, puis des rouleaux de papier de toilette, n'est-ce pas? Ils inondent le sol de la station-service. Ce genre de truc-là, c'est vraiment rempli mur à mur de références scatologiques. Il y a des choses, des éléments comme ça, des éléments de ton qu'on trouve dans plusieurs films de Stephen King. Alors j'ai en tête Sleepwalkers, où des hommes-chats attaquent les êtres humains, puis possèdent les gens, quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un se fait tuer avec un épi de maïs à un moment donné. C'est particulièrement grotesque. Ce genre de truc-là, on a ça parfois dans les Stephen King. On a ça là-dedans. Fait qu'il y a tout ce niveau-là d'éléments, puis de trucs illogiques, puis qui n'ont aucun sens quand on se met à y réfléchir, qui font que le film est vraiment mauvais. Mais en même temps, c'est très bien réalisé. À beaucoup de points de vue. Puis en vérité, ce que je soupçonne qui est arrivé, pas pour être désobligeant pour M. King,
Mais je pense il était encadré, en fait. Parce que si on regarde les images, OK, les images sont belles, le rythme, en gros, fonctionne, pas tout le temps, mais plutôt, c'est bien monté. Toutes les images sont là pour raconter les histoires. Donc, au niveau Truffaut-Hitchcock, au niveau raconter une histoire, tout est là, puis c'est plutôt réussi. Ben, c'est une production Dino De Laurentiis. Hein. Donc, Dino De Laurentiis, un des plus grands producteurs de cinéma des années 70-80, certainement. C'est lui qui a produit, bon, Superman, etc. Le Dune de David Lynch, c'est lui. Conan le Barbare, je pense que c'est lui. Ce genre de production-là. Puis, je pense qu'il a dû se dire, bon, ben, il y a une pièce à faire avec Monsieur King, mais il est alcoolique, coquet, fini. C'est son premier film, il n'en a jamais fait. On va y mettre quelqu'un, 2-3 personnes autour de lui pour s'assurer que les millions qu'on met dans le film ne sont pas complètement brûlés dès le premier jour, essentiellement. Ben, dans les faits, je ne sais pas si c'est l'assistant réalisateur, si c'est qui était impliqué, le monteur, je ne sais pas comment ils ont fait, mais le fait est que si M. King a réalisé ça tout seul, entièrement tout seul, ben, il a fait un excellent boulot, comparé avec les premiers films de Stanley Kubrick. OK? Stanley Kubrick lui-même a décanonisé dans son œuvre ses 2 premiers films. J'oublie les titres, là, mais avant, je pense, The Killing, qui est son premier film officiel, il a tourné 2 longs-métrages complets qu'il a reniés par la suite. Donc, même Stanley Kubrick, ça lui a pris 2 longs-métrages complets avant qu'il commence à comprendre comment ça marchait réellement. Donc, les premiers films, c'est rarement très bon. Puis là-dedans, c'est ça. Juste au niveau cinéma, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Pas tout, là, mais à ce niveau-là, j'ai été vraiment, c'est ça, j'ai été agréablement surpris par la compétence technique, qui, encore une fois, je soupçonne est due à d'autres personnes que M. King, mais il faut lui rendre ça, là. Si le film est mauvais, et il l'est, ce n'est pas à cause de ses qualités cinématographique fondamentale. C'est à cause de problèmes de ton et de goût essentiellement. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, puis il y a beaucoup de points de vue, c'est le meilleur aspect du film, c'est la musique de AC/DC, donc le groupe hard rock, là, pour les ceux qui connaîtraient peut-être un peu moins AC/DC, mais dans les années 80, eux aussi étaient au sommet de leur gloire, et à peu près tout le film est ponctué par la musique d'AC/DC. C'est du gros rock assez primaire, mais extrêmement efficace. Bon, comme vous savez, moi je fais de la musique, puis j'ai moi-même étudié comment est-ce qu'ils construisaient les chansons. Là. Il y a un art à la musique des AC/DC qui est insoupçonné. Ils font un truc, mais ils le font magistralement. Puis ça donne à leur musique un effet de puissance et d'entraînement qui est extrêmement approprié pour un film comme celui-ci. C'est presque surprenant qu'AC/DC n'ait pas été recruté pour faire plus de musique de film. En tout cas, ici, ça marche très bien. Dernier truc sur la musique, ben, il y a un élément de la musique qui n'a pas l'air d'être de AC/DC, c'est le bout de musique qui fait comme Psychose, là, ce genre de musique-là, là, puis ça marche moins, honnêtement. C'est comme une version considérablement moins subtile de la musique de Psychose, alors on a rarement l'occasion de dire que la musique de Psychose est subtile. Fait que la musique d'horreur en tant que telle dans le film, qui ponctue les grosses scènes de gore, ça marche moins, mais tout le reste, le truc des CDC, c'est vraiment très, 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 très cool. Puis, troisième raison pour laquelle c'est bon, je l'ai mentionné tantôt, au niveau cinématographique, ça marche bien, mais au niveau atmosphérique, séquence d'horreur. Alors, le film ne fonctionne pas au niveau film d'horreur, mais il y a des séquences qui sont très efficaces. Alors, je pense en particulier à une scène vers le début où un jeune garçon en bicyclette arrive dans une ville déserte, jonchée de cadavres de monde qui ont été décapités par leur ouvre-bouteille électrique, n'est-ce pas? Et le petit gars en bicyclette, à un moment donné, il roule au milieu d'une rue désertée, puis tous les gicleurs pour arroser les gazons s'allument, se déclenchent l'un après l'autre au fur et à mesure qu'il passe au milieu de la rue. Puis lui se rend compte de rien, évidemment. Donc même les gicleurs sont contre nous. Puis ça a l'air un peu niaiseux dit comme ça, mais visuellement, ça marche. Ce genre de détail-là marche bien. Puis ce que Stephen King
essaie très souvent de faire, c'est de créer un climat de terreur à partir d'objets familiers de tous les jours. Puis des fois, ça marche pas du tout, je l'ai évoqué tantôt, mais des fois, ça marche plutôt bien. Il faut mentionner aussi que l'image la plus connue du film, c'est le camion principal, le gros 18 roues, avec la face du Green Goblin sur le capot en avant. Là. Un, c'est extrêmement saisissant comme image. Deux, c'est hyper efficace. Là, ça capture vraiment l'imagination. Puis trois, ben, c'est un choix de M. King. C'est pas mal certain. Ça fait qu'à ce niveau-là, il a pris une excellente décision. Il a fait un excellent choix de réalisateur. Et ça, à un moment donné, la station-service est assiégée par des gros camions, des 18 roues, puis là, les camions tournent autour de la station-service. Un peu comme dans les vieux westerns, on voyait quand les Amérindiens attaquaient les braves colons américains, la diligence par exemple, ben, on voyait la tactique la plus fréquente qu'on voyait, c'était que les Amérindiens, n'est-ce pas, à cheval, faisaient le tour, entouraient la diligence. Là, on a ça dans les Lucky Luke. Là. Fait qu'essentiellement, c'est ce que les camions font là-dedans. Puis, écoutez, ça marche, ce bout-là. C'est atmosphérique et efficace. Puis il y a plusieurs trucs comme ça. Puis le dernier truc que je mentionne, mais il y en aurait d'autres, c'est que au fur et à mesure que les jours avancent, on voit de nombreux véhicules sur les routes qui ont l'air de converger vers la station-service. Donc, il y a le sentiment là, que la menace est en train de s'amplifier, d'augmenter, que les voitures possédées ont une sorte d'objectif, de plan, que tout ça va mener vers quelques développements catastrophiques pour la race humaine, etc., qu'un événement terrifiant se prépare. Sincèrement, tout ça marche plutôt bien. Si on sait, en regardant le film, que c'est vraiment mauvais, okay, pour les raisons que j'ai mentionnées, puis ça paraît en quelque part que le film est l'œuvre d'un non-cinéaste coquet et alcoolique, là. Il y a des indices, OK? Mais si on veut... Mais si on sait ça, OK, puis qu'on est capable de mettre cette partie-là de notre jugement sur une tablette ou pour un instant, ben ce dont on se rend compte, c'est qu'à beaucoup de points de vue, le film est meilleur que ce qu'on en dit dans la légende populaire. Puis, encore une fois, vous avez peut-être remarqué que quand un film échoue au box-office américain, tout le monde dans l'industrie du cinéma américain se met à dire que le film est fondamentalement mauvais. J'ai mentionné le Dune de David Lynch tantôt, c'est ça qui est arrivé. Ben, le Dune de David Lynch, c'est un film qui a des défauts, mais c'est pas un nanar ou un navet, là, soyons sérieux, là, OK? Mais les gens en parlent comme ça. Un des pires films de tous les temps. Quand les gens disent du cinéma américain, c'est un des pires films de tous les temps, j'oserais dire que très souvent, ce qu'ils veulent dire, c'est le film a perdu de l'argent. Puis il y a un peu un phénomène de haro sur le baudet, n'est-ce pas? Quand un film échoue, c'est comme si tous les vautours descendaient du ciel pour dévorer le cadavre encore fumant de l'échec cinématographique. Ça sera un phénomène sociologique fascinant à étudier, mais encore une fois, dans le cas ici, le film, bien que épouvantable, est quand même meilleur que ce qu'on en dit, puis peut être regardé, si on fait preuve d'une indulgence peut-être considérable, mais néanmoins, le film peut être regardé avec un certain plaisir. Avant que j'oublie et avant de passer à ma fameuse réflexion, là, je vais vous vendre un punch, OK? Mais c'est parce qu'honnêtement, je vous rends un peu service parce que vous n'êtes pas obligé de l'écouter, le film. Puis le punch, il est vite passé, puis ça concerne l'aspect science-fiction. Eh bien, sachez, peuple de la Terre, qu'on apprend au détour d'une phrase à la fin du film que c'est un projet. Alors, dans 3, 2, 1, je vous dis le punch. C'est un projet d'invasion extraterrestre. Ce sont les envahisseurs de l'espace qui ont, à bord de leur OVNI, là, c'est mentionné spécifiquement, le UFO, dans leur OVNI, ils se sont cachés dans la queue de la comète essentiellement. Alors, ils ont planqué leur OVNI là-dedans et c'est à bord de cet OVNI qu'ils envoient
mystérieuse technologie qui leur permet de posséder la technologie et de vider la Terre de ses habitants pour pouvoir s'installer à leur place. Fait que c'est un film d'invasion extraterrestre, mesdames et messieurs. Donc, je suis tenté de dire, vous pouvez pas dire que j'ai jamais rien fait pour vous autres! La métaphore fondamentale du film, manifestement, c'est la technologie se révolte contre les êtres humains. La question, évidemment, c'est une métaphore de quoi? Une autre manière de formuler la question, c'est est-ce que les êtres humains ont réellement peur, consciemment ou inconsciemment, collectivement, de la technologie? Et pourquoi, si c'est le cas? Okay? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là? Fait que je commence en disant que le film en tant que tel ne fait pas peur, à mon avis, peut-être parce qu'on est basé à notre époque, mais aussi parce que quand même plutôt inefficace à beaucoup de points de vue. Il est plus grotesque que peur. Hein. Mais à la première question, est-ce que les êtres humains ont peur de la technologie consciemment ou inconsciemment? Basé sur le cinéma de science-fiction certainement, eh bien je crois qu'on peut dire oui. Okay? Il y a une peur collective qui s'exprime dans le cinéma de science-fiction. On le voit par exemple dans Terminator. Terminator peut absolument être vu du début à la fin comme une condamnation, comme une illustration de la peur de la technologie et de ce qu'elle représente comme danger pour les êtres humains. Et moi, j'avais été assez saisi à l'époque, tout de suite après le début du générique, quand on voit le Terminator apparaître sur Terre en 1984, ben on a des images qui ont l'air potentiellement dangereuses, effrayantes, Terminator-esque, mais on se rend compte presque tout de suite qu'en fait, je pense que c'est un camion à vidange essentiellement. Mais c'est très habile de James Cameron d'avoir joué là-dessus, parce que ce que je pense qu'il est carrément en train de nous dire dès le début, c'est l'être humain est sur une voie où la technologie est de plus en plus en train de représenter un danger pour elle. Une des questions que moi je me suis posée en regardant le film, c'est est-ce que la peur de la technologie est synonyme de peur de l'ordinateur qui se révolte puis qui devient intelligent, t'sais? Comme dans 2001 ou dans Andromeda Strain, Colossus Fallen Project dont je parle très souvent parce que c'est vraiment l'illustration parfaite de ça, puis les conversations autour de l'intelligence artificielle puis de ChatGPT qu'on a aujourd'hui, ben c'est un peu tout ça. Puis sincèrement, je suis pas certain si c'est entièrement la même crainte, mais je pense qu'il n'est pas déraisonnable de présumer que partagent quelque chose au minimum. Là. Il y a quelque chose en commun. Si je regarde le cinéma de science-fiction, je peux trouver plusieurs exemples de films qui illustrent qu'on a peur de la technologie. Puis j'ai mentionné 2001. Je trouve ça intéressant que le moment où Dave Bowman, notre astronaute, le moment où il entre dans la porte cosmique, le monolithe, là, okay, puis où il va subir sa transformation existentielle qui va le faire évoluer. C'est une interprétation que moi j'apporte, là, mais je veux dire c'est assez répandu comme interprétation. Donc l'idée c'est ça, dans 2001 on a un vaisseau spatial qui va enquêter sur un signal mystérieux qui semble émaner de la proximité de Jupiter, et ce vaisseau, à bord il y a une série d'astronautes et essentiellement tous sauf un se font tuer par l'ordinateur à bord, le fameux HAL 9000. Qui se révolte pour une raison qui n'est jamais vraiment expliquée dans le film. Puis éventuellement, là, je vous vends aussi le punch de 2001, là, je présume que vous le savez, Dave va débrancher l'ordinateur, une séquence absolument mémorable. Au moment où il débranche l'ordinateur, une télévision s'allume dans la salle d'ordinateur qui révèle à Dave la mission réelle du vaisseau, donc sa mission réelle à lui, les détails par rapport à ce message extraterrestre. Et c'est ça qui l'amène essentiellement à rentrer dans le monolithe, puis à devenir plus qu'un être humain, avoir une sorte d'ascension, de conscience, peut-être spirituelle, quelque chose comme ça. Fait que qu'est-ce qu'on a? L'ordinateur débranché, la mission réelle se révèle, se dévoile, et Dave est
transformer en être humain supérieur. Mais en même temps, c'est qu'il il développe un potentiel qui est en dedans de lui, si on veut. OK? Bon. Et ce que moi je me demande, puis je vous le dis tout de suite, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que c'est la question que pose le film Maximum Overdrive, même si c'est indirectement. Ben, c'est ça, ce qu'on a peut-être à la fois dans Maximum Overdrive, puis dans 2001, puis d'autres films comme ça, c'est l'idée qu'il y a quelque chose dans l'être humain, alors quelque chose qui est potentiellement voilé et peut-être même mis en danger par notre fixation pour la technologie. Que l'être humain possède quelque chose de plus noble, profond, riche, que ce qui s'exprime chez lui quand il est uniquement un animal technologique, okay? Quand il interagit avec les machines. Ben, cette idée-là, elle est hyper fréquente, elle apparaît assez régulièrement dans les films soviétiques. Okay? Je pense par exemple à ce qu'on dit sur les robots dans la boucle d'Orion, là, où est-ce que l'être humain a une créativité inhérente à lui qui est inaccessible aux machines, par exemple. Bon, puis l'idée aussi, mais l'idée qu'il y a une noblesse dans l'être humain, dans l'humanité elle-même, puis que les machines, la technologie n'a pas accès à ça. Je me demande déjà, mon hypothèse, c'est que tout ça pointe vers quelque chose de réel, qu'il y a quelque chose de plus profond chez l'être humain, qui à tous les coups est observable quotidiennement, là, mais qui est aussi très facile de perdre de vue, puis particulièrement quand on est en quelque sorte obnubilé par la technologie, puis quand on est tellement fasciné par la technologie que on perd contact avec cet aspect-là humain, mais à l'intérieur de nous-mêmes essentiellement. On est tellement fasciné par les machines, puis notre interaction avec les machines, qu'en quelque sorte, on perd le contact avec une part de notre humanité. Et j'ai l'impression qu'en partie, c'est la crainte que tous ces films-là, ces œuvres-là expriment. Puis mon hypothèse, c'est que non seulement ce phénomène-là existe et est vrai, mais que si c'est le cas, on serait incapable vraiment de se rendre compte de ce qu'on a perdu. Okay. À partir du moment où on a perdu contact avec cet aspect-là de notre humanité, c'est pas qu'il a disparu, c'est juste qu'on est tellement distrait de cette part-là de nous-mêmes qu'on est endormi à notre propre humanité, essentiellement. Okay. Puis, c'est ça, mon hypothèse, c'est que si c'est le cas, on s'en rendrait pas compte. Et j'oserais même dire que il y a des fortes raisons de croire que c'est le cas et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte consciemment, mais on s'en rendrait peut-être compte, à mon avis, par le malaise que beaucoup... Tu sais, une forme de malaise existentiel qui, je crois, est assez partagée à notre époque. Puis, je vais conclure ma partie réflexion par certaines pistes là, qui m'apparaîtraient importantes à suivre. Bon. En partant, je ne suis pas du tout contre la technologie en tant que telle. Tu sais, je vous parle à partir de... J'enregistre avec un ordinateur, c'est merveilleux, j'ai accès à pratiquement tous les films de science-fiction de tous les temps. Dans mon salon, c'est ça, j'ai le chauffage, l'eau courante, tout ce que vous voulez. C'est bien là, ok, je suis pour ça. Mais, je m'interroge par exemple sur ce qu'on appelle le transhumanisme là, présentement. Donc un mouvement que j'ai suivi de loin plutôt que de près, mais où des êtres humains semblent trouver que c'est une bonne idée de se modifier de manière chirurgicale ou avec des implants électroniques ou peu importe, pour accéder à une forme
c'est ça, de nouveaux stades de l'être humain. Là. Ils cessent d'être des êtres humains pour accéder à un autre niveau d'existence. Bon, puis honnêtement, c'est n'importe quoi, là. C'est de la psychose, là. OK? C'est déconcertant que des êtres humains disent ça publiquement, là. OK? Puis que ça soit considéré comme quelque chose qui est potentiellement intelligent dans certains milieux, là. OK? C'est de la folie furieuse, là. Qu'est-ce que ça prend psychiquement, psychologiquement, émotivement, pour considérer que cette prémisse-là qu'on va devenir transhumain est saine d'esprit? Je pense que, honnêtement, c'est terrifiant collectivement quand on se dise que c'est considéré comme quelque chose, encore une fois, qui est acceptable sur la place publique. C'est marginal, mais quand même. Je pense à la fameuse femme chat, là, la femme qui s'est fait faire des chirurgies esthétiques pour être transformée, soi-disant, en chat humain. Puis il y a des exemples, c'est pas la seule, il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Pour être d'autres animaux, là. Ben, il y a des chirurgiens qui ont accepté de le faire. Là. Okay? Ils ont pris l'argent puis ils l'ont fait. N'est-il pas possible que tout ça soit le signe qu'on a perdu le contact avec quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes? Okay? Que ça serait considéré comme quelque part sur le spectre de la santé mentale. Pas de la pure folie furieuse, là. Bon. On peut porter de jugement de valeur, mais bon. Puis, ce qui est encore plus révélateur que ça, à mon avis, par rapport à la question de la technologie, on rentre dans le très intense, mais je vais être bref là-dessus. Ben, c'est la comparaison entre les camps de concentration nazis et le Marquis de Sade. Alors, en 2 minutes, dans l'analyse de Hannah Arendt, que je respecte énormément, okay, ça date il y a déjà plusieurs années, là, les écrits d'Hannah Arendt, mais je pense que ça demeure extrêmement d'actualité et puis pertinent aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit là-dessus en particulier, puis ce qu'elle dit sur les camps d'extermination nazis, c'est que le crime n'est pas... Le crime suprême ici, c'est pas la quantité de personnes qui a été tuées, ni l'origine ethnique, en vérité, des gens qui ont été tués. Que le crime suprême des nazis, c'est que ils ont industrialisé le génocide. Puis elle fait une assez longue analyse là-dessus, qui est essentiellement le camp de concentration et une usine dont dans la matière première, qui transforme une matière première, qui est des êtres humains, et qui les transforme en cadavres. Okay? Puis on sait qu'ils trient là, les dents en or, puis tout ça, c'est horrible. Là. Le niveau de déshumanisation que ça représente. Okay? Puis il est là le lien avec notre question technologique d'aujourd'hui. Puis le lien avec le Marquis de Sade, c'est dans les 120 journées de Sodome, un livre qui est aussi absolument horrible, dont j'hésite à recommander la lecture à qui que ce soit sur Terre, mais qui est une lecture hyper intéressante. Et puis, bon, on sait qu'il y a un film de Pasolini qui a été fait, mais dans le livre, une grosse partie de ce qui motive le désir des gros sadiques dans les 120 journées de Sodome, c'est de traiter leurs victimes comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, comme s'ils étaient purement des choses. Ce qui est intéressant dans les 120 journées de Sodome, c'est que c'est clairement ça qu'ils essayent de faire, mais ils n'en sont pas capables. Psychologiquement, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, même pour l'imaginaire le plus délirant du Marquis de Sade dans sa cellule de prison quand il écrit ça, là, bon. Il y a quelque chose que même lui, dans son aspect le plus délirant, est incapable d'imaginer. Un niveau de déshumanisation. Or, ce niveau de déshumanisation-là, pour nous aujourd'hui, je vous soumettrais qu'il est extrêmement naturel. Okay? Puis il s'est exprimé, par exemple, dans les lagers, dans les camps d'extermination dont je viens de parler. Le camp d'extermination nazi est l'accomplissement suprême du gros fantasme des 120 journées de Sodome. Là,
c'est l'accomplissement du fantasme sadien par excellence. Okay? Mais je me demande, moi, si une partie de ce qu'on a tant redouté collectivement dans la technologie, est-ce que la crainte fondamentale qui s'exprime dans les films, entre autres de science-fiction, de révolte de la technologie, des machines, des ordinateurs peut-être, est-ce que cette crainte-là est le reflet d'une perception qu'on a, non seulement qu'on risque de perdre contact avec une part de notre humanité, ce qui est souvent dit mot pour mot dans ces films-là, mais est-ce que c'est non seulement une expression de cette crainte-là, mais de la constatation, peut-être, qu'elle est justifiée parce qu'elle est démontrée, essentiellement. Parce qu'on en fait, nous, aujourd'hui, l'expérience. Dans notre travail, certainement, dans notre vie tous les jours, dans nos loisirs, notre dépendance, bon, téléphone, évidemment, etc. Les phénomènes comme le transhumanisme, etc., etc. Puis est-ce que ça serait pas une partie de ce que je vais tenter d'appeler la folie collective, là, qui s'observe dans l'humanité aujourd'hui, à gauche, à droite, au centre, peu importe. Là. Puis si c'est le cas, à mon avis, la solution, c'est pas d'abolir la technologie, c'est peut-être de se rappeler qu'on est plus que ça. De nous rappeler à nous-mêmes l'expérience réelle, manifeste et immédiate de notre pleine humanité. Question. Alors, moi c'est Christian Maltais, ça vous savez peut-être, ben c'est ça, je suis poète et compositeur, fondamentalement, je fais de la musique, j'écris, etc. Vous savez peut-être aussi que je suis en train de travailler sur un bouquin qui s'appelle Trame narrative, qui explore un peu ce genre de questions-là. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que j'offre un service de consultation, essentiellement, d'accompagnement, consultation, pour les gens qui sont en processus d'individuation. Alors, il y a un très petit nombre de places et c'est, comme on dit, pour une durée limitée. Okay? Je ne sais pas combien de temps je vais l'offrir, mais présentement, je le fais. C'est quelque chose qui peut vous être utile si vous êtes essentiellement dans une sorte de processus d'individuation. Puis si c'est le cas, il y a des chances que vous le sachiez déjà. Là, okay? Mais mon expérience à moi, puis c'est valide aussi pour des expériences de type éveil spirituel ou aussi guérison de traumatismes parfois sévères, là, toutes des choses sur lesquelles moi j'ai été auxquelles moi j'ai été confronté dans ma vie. Là, okay? Et puis, dans mon cas à moi, ben, j'ai beaucoup eu besoin de me dépatouiller tout seul, puis de m'en sortir tout seul. Puis ça a rendu le processus beaucoup plus long et douloureux qu'il m'eût été nécessaire. Si vous êtes en train de passer à travers votre processus d'individuation, ou si vous êtes en train de guérir tout seul, plus ou moins, ou même avec un thérapeute, ce que je vous encourage à faire évidemment, là. Il y a quelques formes de thérapie ou de guérison qui sont très efficaces, là. Mais même là, okay, si vous êtes en train de guérir de traumatismes individuels ou collectifs, ou si vous êtes en train de vivre quelque chose qui a l'air d'être une forme d'éveil spirituel, puis peut-être que vous trouvez ça un petit peu dur à vous ajuster, okay, ben déjà peut-être que vous constatez comme moi que beaucoup de l'information qu'on trouve n'est pas toujours très fiable, elle est souvent contradictoire et ou incomplète. Et vous savez peut-être aussi qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils peuvent vous aider, qui soit peuvent pas, soit veulent pas vraiment vous aider. Là, okay? C'est un peu la jungle. Et ben c'est ça, moi je suis passé à travers cette jungle. Et c'est là-dessus que je peux vous aider. T'sais. Je peux vous orienter vers des ressources, vous expliquer des trucs, vous rassurer sur certaines affaires, bon, etc. Si vous avez besoin... si vous avez peur d'être en train de virer fou, puis que vous ne l'êtes pas, je vais vous le dire. Puis si je pense que peut-être que vous l'êtes, ben je vais vous le dire aussi. Puis je vais vous pointer vers telle ressource. C'est tout correct, là. Okay. Donc, essentiellement, c'est une forme d'accompagnement, c'est une banque de 5 heures, en gros, ce que je propose. Là. Une ressource supplémentaire pour que vous soyez moins tout seul, puis vous aider à moins paniquer, puis vous sauver un peu de temps dans votre propre recherche, puis répondre à toutes sortes de questions que vous pouvez avoir potentiellement, vous donner mon interprétation,
des pistes là, de réflexion, encore une fois, mais vraiment basé sur vos besoins à vous, à travers les types d'épreuves que je viens de décrire un peu plus tôt, là, qui sont, comme vous le savez, assez rudes par moment. Contactez-moi, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre, ou pour connaître les tarifs, ou tout simplement pour prendre rendez-vous. On fait ça par vidéoconférence. La vie est belle. Recommandation pour aujourd'hui, j'y ai beaucoup pensé. J'ai mentionné qu'il y a Trucks, là, qui est un autre film basé sur la même nouvelle que celle qui a inspiré Maximum Overdrive, mais je l'ai pas vu Trucks, puis honnêtement, je trouve que ça a l'air un peu ordinaire, mais il y a un film qui est absolument excellent, qui est la quintessence du Stephen King cinématographique des années 80, puis c'est Creepshow! Haha! Creepshow, non, c'est pas Shining, c'est pas Dead Zone, c'est pas c'est un des nombreux films tirés d'une histoire de Stephen King qui sont, dans certains cas, vraiment excellents, en vérité, Carrie, non? Mais mon film préféré qui implique Stephen King, c'est en quelque part Creepshow. C'est un film anthologique que vous connaissez sûrement déjà, mais sinon, ben, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une série de vignettes inspiré des bandes dessinées de EC Comics dans les années 50, donc qui sont à mi-chemin toujours entre l'horreur, l'humour, la science-fiction, et Stephen King apparaît dans un segment de 5 ou 10 minutes qui est à toute fin pratique est un remake d'une version de Couleur tombée de l'espace de Lovecraft, et Stephen King joue le fermier contaminé par la plante extraterrestre là, qui possède tout le monde. Puis c'est pas un grand comédien, mais il est vraiment très sympathique dans ce segment-là. Le segment au complet est très cool. Puis Creepshow au complet, c'est vraiment très le fun. À l'époque, ça a beaucoup pogné à l'école primaire ou secondaire. C'était un film qui était très populaire là, chez les jeunes garçons et filles à l'époque. Je l'ai pas revu depuis longtemps, mais c'est l'occasion rêvée de le réécouter et de le redécouvrir. C'est excellent Creepshow. Puis en ce qui concerne Maximum Overdrive, pourquoi c'est bon? Parce que même si c'est vrai que c'est absolument épouvantable et un des pires films de tous les temps, ça demeure quand même étonnamment bien réalisé sur certains aspects, et surtout, la musique de AC/DC est vraiment hyper cool.